Soyez les bienvenus sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à chacun, installez-vous confortablement. Nous nous faisons un plaisir immense à vous retrouver encore pour cette nouvelle édition, dans l'espoir de passer un moment excellent à vos côtés, tout en rappelant quand même que depuis hier, ça fait bien évidemment parler plus d'un Camerounais dans les couloirs de la politique camerounaise, quand on sait quand même qu'hier un sous-préfet a choisi à nouveau aller interdire une rencontre qui visait à la formation des cadres politiques d'un parti politique au Cameroun. Madame, Monsieur, que se passe-t-il? Nous avons choisi ce matin de nous arrêter sur ce sujet, de mieux comprendre exactement pourquoi en même temps les partis dits de l'opposition au Cameroun sont incapables véritablement de s'exprimer. Qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau de sauvagerie, on va dire justement de la part de nos administrateurs aujourd'hui? Merci à vous. Installez-vous confortablement. À côté, on reviendra sur des sujets, pas des moindres, notamment propres au contexte socio-politico-économico d'ailleurs qui sont les nôtres au Cameroun. Madame, monsieur, bienvenue chez vous. Nous sommes heureux que vous nous recevez. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On nous avait parlé de cette affaire à Dibombari, mais effectivement, il faudrait peut-être apporter certaines précisions. Il n'a jamais été question pour nous ici de nous insurger contre le maire pour détournement du budget. Le détournement du budget, il faut que cela soit clair. On a parlé des passations des marchés qui n'obéisseraient pas à un certain budget et on a dit que les administrations en question avaient diligenté les enquêtes, notamment le MILDEVEL, un certain nombre de choses, y compris les autorités de la gendarmerie localement. Et on ne comprenait pas pourquoi l'autorité administrative, qui est le préfet et son adjoint, n'ait pas pu donner les vraies versions. Mais bon, comme l'administration s'est saisie de cette affaire en diligentant des enquêtes, on attend. Il n'est pas question pour nous de vouer le maire de Dibombari aux gémonies. Non, ce n'est pas notre orientation. Donc, merci beaucoup, Charles Abembachou. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il à Kaélé? La ville de Kaélé est en train de bouillonner et il faut dire que les frères limiers mis au dépêché sur la place viennent de se rendre compte, monsieur Michel Ngachou, qu'il y a une affaire de factures qu'on scanne. On scanne des factures qui sont doublement payées, des chèques qui sont doublement payés, monsieur Michel Ngachou, impliquant certains responsables du ministère des Finances, le régisseur de la prison et on va dire le Minépat, le délégué du Minépat. L'affaire est en cours, l'affaire est véritablement en cours. On parle de plusieurs millions de francs CFA. Il faut dire véritablement que ceux qui sont dans l'arrière-pays à un moment se retrouvent à être bien parce qu'il y a des facilités, monsieur Michel Ngachou. Justement, bon, Bengan est rentré avec un sujet tout à fait particulier. Je voudrais peut-être, avec votre complicité, qu'on revienne sur le chiffre exact. On chiffre qui n'était pas. On parle de 1 milliard 150 millions, au lieu de 1 milliard 875 millions de francs CFA, monsieur Michel Ngachou. Pour un exercice bien connu quand même. Pour l'exercice 2020-2021, je pense. Voilà. Alors, et le maire, justement, de Dibombari dit n'être en place que depuis 2020. Donc, il dit ne pas être concerné justement par cette situation de toutes les façons. En tout cas, les documents en notre possession, on continuera bien sûr à mieux les exploiter afin de mieux rétablir les responsabilités. Mais pour le moment, on réaffirme que le maire de Dibombari est en exercice depuis 2020 et on parle bien sûr d'1 milliard 150 millions bien connu, voté par le FECOM et renvoyé bien sûr au niveau de cette commune de Dibombari aujourd'hui. Isabelle Carozepet, bonjour madame. Bonjour à vous Michel, bonjour aux autres. On dira que désormais il faudra débourser 150 francs au lieu de 125 francs pour s'offrir sa baguette de pain. Dans tous les cas, c'est le constat qu'on peut faire dans différents endroits et malgré justement, ce sont de clauses qui viennent du ministère du Commerce qui tentent de justifier et de dire que le prix du pain est resté inchangé. Ce qui est observé sur le terrain, c'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup madame, bonjour à vous. Géraldine Mafo, bienvenue. Merci monsieur Michel Ngachou, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. En tant que ménagère, nous sommes aux abois. Nous nous joignons à toutes les autres femmes qui n'arrivent véritablement plus à se rendre au marché en toute quiétude parce qu'on ne sait ni si on va acheter la viande, si on va acheter du poisson, encore qu'il faudrait déjà en trouver. C'est compliqué.
Vous avez bien la liaison Zozawa. Voilà, ça me plaît bien. Allez, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Voici l'histoire de ce matin que nous restitue Géraldine Mafo. Ce matin, chers téléspectateurs, nous allons plonger au cœur des successions, de la gestion des héritages et des patrimoines familiaux avec l'histoire de Marinette. Marinette nous dit qu'elle s'est mariée à un comptable qui était bien dans sa structure, sauf que 3 ans plus tard, compression oblige dans cette entreprise, son mari a perdu son emploi. Et pendant sa quête, les moments où il se battait à trouver un autre emploi, le père de Marinette et donc son beau-père lui a dit « Tu peux venir de temps en temps dans les entreprises familiaux, essayer de voir si tu peux me donner un coup de main. » Et donc voilà, ce beau-fils s'est donc rendu auprès de son beau-père et lui rendant service de temps en temps. Le père a été satisfait de sa gestion et l'a finalement établi comme comptable de toutes ces entreprises. Le temps a passé, 13 ans que le mari de Marinette a servi son beau-père. Seulement au décès de juste avant le décès de ce dernier, pendant qu'il était malade, il a appelé Marinette et lui a dit « Vraiment ma fille, je suis contente de ce que tu nous aies apporté un gendre comme un beau-fils comme ton mari. C'est un homme bien qui m'a aidé à m'établir et en signe de reconnaissance, je voudrais vous offrir à toi et à lui la maison de Berthois. Cette maison sera à vous en signe de reconnaissance de ce qu'il a fait pour notre famille, pour moi particulièrement. » Il a dit cela à Marinette, elle l'a gardé pour elle. Il a également appelé son beau-fils, lui a dit la même chose et il a partagé la même information avec son meilleur ami. Le père est décédé, le notaire est venu pour la restitution du testament du père, sauf que de tout ce qui a été lu, il n'était mentionné nulle part que la maison de Berthois revenait au mari de Marinette et à elle. Elle s'est dit dans son coin que peut-être que papa avait changé de décision à la dernière minute. Elle est restée calme. Seulement, le mois dernier, le meilleur ami de son père l'a appelé de venir urgemment à Berthois. Elle s'y est rendue. Et le meilleur ami de son père lui a dit « Écoute, Marinette, je connais qui était mon frère. C'était un homme, lorsqu'il avait dit une chose, il la faisait. J'ai été très surprise lors de la restitution du testament de ne pas entendre une volonté pourtant qu'il avait partagée avec moi et m'avait dit de m'assurer que ce soit fait ainsi. Depuis, je ne suis pas en paix. Ton père m'avait dit que la maison de Berthois qui est juste là revenait à toi et à ton mari. Seulement, on n'a pas eu ça dans le testament et depuis, je ne suis plus tranquille. Il a fallu que je partage ça avec toi pour peut-être dans l'espoir de trouver un peu de paix. » Marinette a donc compris que l'information n'avait pas été seulement, ne lui avait pas été transmise toute seule. Elle a dit effectivement, papa m'avait également dit ça. Une fois retournée ici à Douala, elle a également partagé avec son mari qui lui a dit j'ai voulu me taire parce que je craignais d'être le seul à être en possession de l'information. Ton père m'avait également dit la même chose. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Et sur instruction donc du meilleur ami de son père, Marinette est allée voir son grand frère. Son grand frère lui a dit « Tout ce qui n'est pas rédigé dans le testament n'existera pas, ne se fera pas. Je ne veux pas de faux débats autour de ce qui a été lu. » Elle est retournée voir le notaire. Le notaire lui a dit « Retourne discuter avec ton frère. Quand vous aurez décidé, revenez vers moi. » Marinette sent qu'il y a anguille sous roche et elle se dit comment est-ce que ses frères ne l'ont pas exclu, écarté volontairement, ils sont 2 frères, des volontés et de l'héritage de son père. Comment se comporter face à cette situation? Merci beaucoup, chère dame. Et ça nous fait bien sûr plaisir d'en parler ce matin quand on sait qu'il y a pas mal de familles qui sont déchirées aujourd'hui pour des biens de succession. On sait en même temps qu'il y a des frères et des sœurs qui ne parviennent plus à se prononcer. Quelques petits mots, ne serait-ce qu'un petit bonjour, parce que justement il y a eu un tollé. Mais à côté, l'attitude justement des notaires, on en parlera assurément ce matin. Sont-ils toujours des notaires tels que nous leur connaissons et justement pour les serments qu'ils ont signés, effectivement, qu'ils ont approuvés. À côté également, le regard que l'on porte sur la volonté, les dernières volontés de mort. Devrait-on choisir d'en faire, de transgresser justement ces volontés aujourd'hui? Mais à côté, en même temps, la société et je vais dire en même temps, les tournures que ça prend aujourd'hui, devrait-on rester muet devant une telle situation? Je commence par vous, Bonbon Bengan.
Je commence par le comportement du notaire ou des notaires, parce que pour moi là, ça me pose un problème. Un notaire a-t-il le droit de falsifier, de modifier le contenu d'un testament sous la pression des enfants d'une famille? Non. Nous, on a vu des notaires camerounais, il y en a même un dont je ne citerai pas le nom, qui a fui le pays, était obligé d'aller s'exiler. Il a falsifié le testament de son père et cette famille aujourd'hui est en ruine. Oui. Par rapport à cette falsification, non, il n'a pas le droit de le faire. Mais comment expliquer que entre les décisions d'un papa pour la suite de ses descendants, que l'on se rende compte dans l'histoire qui nous était restituée qu'il y aurait bien sûr anguille sur roche, comme l'a très bien dit Géraldine ici, peut-être une complicité malsaine entre le fils aîné et le notaire. Commentaire. Peut-être moi je ne les soupçonne pas encore. Moi je pense que peut-être le papa avait rédigé le testament avant. Oui. Et il a vu le comportement de son gendre après. Il le lui a dit. Il a peut-être oublié, je ne sais pas, il a peut-être oublié d'aller repartir sur le notaire en faisant des rajouts. Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que la législation dans le monde a refusé d'adapter. Et vous venez de parler de ça. Vous dites les volontés. Il y en a même qui disent les dernières volontés. Nous, à notre époque, et lorsque le Camerounais accédait à l'indépendance, parce qu'il faut le dire, les premiers magistrats étaient d'abord des greffiers. Ils étaient des greffiers. Dans la législation française, sont devenus magistrats. On peut citer Bobi Okono, Valvangidi, tout ça. Mais il y avait un terme qui nous plaisait à l'époque. On parlait du testament mystique. Et après, on nous dit que c'est tombé en désuétude. Justement parce que et lorsqu'on vous condamne, vous les occidentalisez, vous dites que ah oui, vous voulez tout mettre, trouver le nom. Quand on vous dit l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits, est-ce que c'est une bonne définition? C'est pas une bonne définition. Voilà, il y a l'oralité. Donc le testament, lorsque je dis mon fils Ngachou, je vais partir bientôt. Mon dernier garçon devra épouser ta fille qui naîtra juste après ma mort. Je n'ai écrit ça nulle part. Ça vient de tout. Les gens vont dire non. Il faut te rappeler que non, Ngachou, ton père Bombok avait dit que ta fille qui va naître là après sa mort, son fils qui va l'épouser. Voilà. Bon, tu peux accepter, tu peux pas accepter. Mais il a dit et les gens vont t'appeler. Je pense que et on est dans ce siège-là, où on est dans un cadre familial, où papa, peut-être n'a-t-il pas eu le temps d'aller chez le notaire modifié, ou alors il a modifié, les enfants ont dit, je n'en sais rien, mais au moins la volonté du père, qui dit à son gendre, tu m'as aidé à rétablir mes entreprises, à les remonter, tu as la maison de Berthois. Il n'a pas dit seulement à son gendre, ni à sa femme, qui est sa fille, il a dit à un autre. Et c'est comme ça que ça se fait. Parce que j'ai dit, Charles Hamel, tu sais, on est amis. Voilà. Je te confie, les gens, voilà. Et c'est que le sac de mon sac de Mbok, voilà, mon fils là, il faudra. On dira, quand on est donc dans notre tradition, on va dire, non, on va dire, son ami Charles Hamel n'a encore rien dit. On ne peut pas enterrer Mbombo. Charles Hamel, nous qui organisons de là, Charles Hamel, ton frère a dit quoi? Non, dis-nous, qu'est-ce que ton frère a dit? Maintenant, quand Charles Hamel vient leur dire que non, il a dit que la maison de Berthois, il a dit, et qu'on ne tienne pas ça en considération, bon, tant pis pour son fils aîné qui dit qu'il s'en tienne seulement à ces écrits-là. Et qui avait vu comment son père vivait avec celui qui est aujourd'hui son beau-frère. Donc lui qui reste le chef de famille a vu comment son beau-frère encadrait, était dans l'appétit de son père et tout ça bien apprécié, ainsi de suite. Il dit que je m'en tiens seulement, comme ce n'est pas marqué dans le testament, bon, il pourra gérer. Mais en fait, voilà comment combattre les malédictions. Et quand les choses dangereuses vont lui arriver demain, on va commencer à dire, ah, dis donc, les Africains aussi, hein, les sorcelleries là, les ceci. Voilà les situations. Vous êtes parti, papa a pris. Parce que quand vous épousez la fille de quelqu'un, vous devenez son fils par ricochet. La seule chose qu'on
une commande parce que c'est là. Vous ne devez pas construire là-bas. Mais quand il dit, cette maison, je la donne, on l'a vu avec Mandela, pour que Mandela travaille avec sa propre fille. Il a demandé à sa belle famille que, est-ce que vous permettez que ma fille et son mari puissent travailler avec moi. Or, il était président de la République, il pouvait bien les recruter à la présidence et tout, mais parce que dans l'imagerie africaine, c'est que Mandela voudrait prendre son gendre de constituer là-bas. Tu ne peux pas construire. Donc, ces choses-là doivent être comprises comme ça. Bill Clinton, même qui est un président occidental, l'a fait. Quand on épousait sa fille Chelsea, il l'a dit à sa famille, non, vraiment, voilà. Donc, en fait, ici, je pense que l'aîné, puisqu'il a eu la certitude que son papa a dit, il devrait revenir à mes sentiments en disant que, bon, c'est peut-être pas mentionné, mais l'ami personnel de papa a dit que, donc je pense que c'est pour faire. Chalamel, il y a, on va dire, deux alternatives. Le testament écrit, le testament oral. Si vous voulez, en même temps, on parle des valeurs, des éléments que le papa a restitués justement à ses parents. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut bien passer ici? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens choisissent de ne pas respecter les volontés des personnes qui nous quittent au quotidien, et même de vous et moi, au moment opportun? Monsieur Michel Ngachou, il y a ceci que on a donné toute la confiance aux enfants qui vivent en Beng. Les benguistes, c'est des gars droits, c'est des gars clairs. Il a vu ce que nous, on n'a pas vu. Quand le benguiste parle, on écoute dans nos familles. Premier point. Deuxième point, c'est les bords de la famille. Ceux dont on interroge la richesse chaque jour. Parce qu'ils ont un peu, même s'il est le dernier petit frère, quand il frappe le poing sur la table, on le suit parce qu'il a un peu. Voilà les points. Il faut insister là. Vous posez comment on est, au moins on vit ces situations. Eh bien, c'est ça, monsieur Michel Ngachou. Et la deuxième chose, les églises. Les églises sont venues détruire littéralement la structure et la souche de la famille. L'Africain a une chose, le Bantou a une chose, la parole. La parole. Mon père a dit que. Papa a dit que. Nous sommes là dans une famille monogamique. Hein. Ce n'est pas polygamique, c'est monogamique. Ça brûle, même parmi les enfants d'une même mère. Pour ceux qui disent que non, les autres problèmes c'est polygamie. Monsieur Michel, j'en veux à ce père. Parce que le Bantou parle. Ce père devait appeler les enfants. Ce père devait appeler la famille, ses frères, et dire à son gendre, lève-toi, viens. Je le dis devant vous tous, ici. À partir d'aujourd'hui, la maison qui a telle, c'est pour lui. Je le donne à ma fille et je le donne à lui. Ce sont mes efforts en reconnaissance du travail qui a été fait. Je ne demande pas vos avis. Il s'adresse à ses enfants. Avant que les enfants ne sortent, il met une bassine d'eau. Que celui qui va s'opposer, après qu'il ait lavé ses mains, chacun sort en lavant les mains. C'est le rituel de l'eau. Que celui qui viole ce serment ne se lave pas avec l'eau. Tous les eaux du monde se rejoignent, M. Michel Ngachou. Le jour que tu violes ça, il y a plusieurs rituels. Avec l'arbre de la paix, avec le jus, il y a plusieurs. Mais le rituel le plus dangereux, c'est le rituel de l'eau, où le père finit de parler, lave les mains, il verse en disant « j'ai parlé ». Mais le père n'a fait que souffler à sa fille. Souffler. On connaît des familles où, par rapport à l'attitude des enfants, le père a donné tout l'héritage au beau-fils. Votre loi va dire ce qu'elle va dire, mais le père appelait en disant, au vu de comment il se comporte avec moi, vous avez des parents qui vivent aujourd'hui, les parents travaillent, ils souffrent, monsieur Michel Ngachou, ils tombent malades, les enfants abandonnent le père, c'est le beau-fils qui porte.
il s'occupe du beau-père pendant des années. Lorsque le beau-père vient voler le corps du beau-père à la mort, il commence à organiser en chassant le beau-fils. Surprise, le beau-père a tout laissé. Conflit en conflit. Ça existe. Et c'est reconnu chez les Bantous, cette reconnaissance. Un beau-père par rapport peut décider de ne rien léguer à ses enfants. Il donne à ses petits-enfants. Il dit, vous n'aurez rien de moi, il donne à ses petits-enfants. Et il le fait en toute âme et conscience. La deuxième, c'est lorsque le cadavre est posé. Le revoir à la dépouille. On prend la parole en disant, si quelqu'un réclame quelque chose, quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se rapproche. Ça a été transformé en témoignage. Ah, il était membre de l'association. Il était chef de ceci. Vraiment, c'était un gars gentil. Non. Ne s'approche auprès du corps que celui qui avait quelque chose à revendiquer. Avant que tu ne parles, mon ami, tu m'avais dit, je pose la main sur ton cercueil. Ou bien tu avais fait un prêt. Tu n'es plus. Je ne veux pas que les enfants assument. C'est toi et moi. Je ne réclame plus rien. Il pose et il part. C'est un rituel très dangereux, monsieur Michel Ngachou. L'ami aurait dû prendre la parole en disant, avant que tu ne partes, tu m'avais dit. Je le dis devant tout le monde haut et fort, que la maison de tel était la maison destinée à telle personne. Négligence, oubli. Je vous ai dit, ce qui vous a éloigné, c'est l'occidentalisation, ça vous a éloigné. C'est là où on est. C'est le dernier tribunal du mort. C'est là. C'est le dernier tribunal. D'accord. À une certaine époque, dans les années 80, on avait même des filles qui venaient pleurer en disant que tu m'avais laissé. C'est toi, moi, que tu devais épouser. Oui, c'est un tribunal. On appelait ça le petit jugement. Aujourd'hui, les familles ont travesti, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, la situation telle que c'est parti, vous pouvez vous en prendre au notaire. Le notaire aura sa bouée de sauvetage, vous pouvez vous en prendre au frère. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire comme vous savez faire, aller devant vos tribunaux et attendre le temps que ça mettra. Et bien sûr, on parle de tribunal, Isabelle Carole Zoupette. On ne peut pas dénombrer à nos jours le nombre de procès devant les tribunaux pour des questions d'héritage. Avons-nous au moins une possibilité, au vu de l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des longues procédures et ne plus diviser nos familles aujourd'hui? Parce que fondamentalement, c'est ce à quoi nous voulions justement ressortir dans l'histoire comme étant comme valeur. Je crois que ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de gérer la majeure partie de ces choses-là quand on est vivant. De pouvoir mieux planifier ça, de pouvoir régulièrement se concerter avec les enfants. Il y a des familles où ce n'est que quand le père décède que les enfants s'asseyent autour d'une même table parce qu'il s'agit de parler des obsèques de papa ou de maman. Moi, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, on essaye de dépasser ça et que régulièrement, ces parents fassent des assises avec les enfants. Des assises qui ne s'arrêteront pas à dire comment tel va ou comment tel autre va, mais des assises qui consisteront à dire... Je prendrai certainement des décisions, mais je voudrais que vous les respectez. Si vous me reprochez quoi que ce soit, je crois que vous pouvez me le dire, parce que le mystère de la mort, c'est qu'on ne connaît ni où, ni quand, ni comment. Donc, autant mieux, vraiment, de ces jours où on soit encore debout, pouvoir aborder vraiment sans tabou ce type de questions. Parce qu'une chose est sûre, chacun de nous passera. Et si c'est par ordre d'arrivée, alors on sait que les parents seraient les premiers, donc je crois que c'est à eux de pouvoir évoquer ce genre de problème avec les enfants. Pour précisément le cas d'espèce avec ce papa, est-ce que le beau-fils a eu des comportements aussi qui ont fait qu'il revienne sur sa décision? Je crois que la probabilité est faible en ceci que le papa qui a appelé le beau-fils et sa fille à lui pour dire « la maison de Berthois, c'est pour vous », devait encore le faire avant d'aller changer dans le testament. Mais s'il ne l'a pas fait, ça veut dire que, à mon avis, il n'est pas revenu sur cette décision. Mais je crois qu'il devrait le faire haut et fort. Parce qu'il ne s'agit pas de son fils ou de sa fille, mais il s'agit de son beau-fils. Pour taire tous les conflits, toutes les violences que ça pourrait germer, il aurait crié sur tous les toits, vraiment prenez cette maison. Il aurait même muté les papiers de son vivant. C'est-à-dire que si vous avez déjà décidé d'offrir quelque chose à quelqu'un, n'attendez pas aussi le soir de votre vie ou alors quand vous ne serez plus pour qu'on puisse retrocéder cela à cette personne-là. Faites-le de votre vivant quand vous avez ces possibilités. Et je crois que c'est ce qui devait se tenir à faire.
Est-ce qu'on peut avoir une chance au moins qu'au niveau des tribunaux également, que les juges soient assez cléments? Peut-être pas cléments, mais comprennent fondamentalement les problèmes de propres héritages et apprennent également à les trancher. Ce sera compliqué devant les tribunaux, parce que devant les tribunaux, on parle des faits. On ne parle pas de ce qui a été dit. On parle des preuves. Qu'est-ce que le testament dit? Est-ce que dans ce testament-là, on vous donne cette maison de Berthois? Non. Il est écrit où que ce papa vous a donné cette maison? Nulle part. Il vous l'a dit de vous à lui. Est-ce qu'il y a eu un enregistrement audio qui montre que voici le moment où il me donnait cette terre? Il me donnait... C'est-à-dire que même quand vous allez acheter vraiment un appareil dans un magasin, on prend la peine de vous donner un reçu, parce qu'il est important, en cas de couac, de pouvoir vous justifier à partir de ce reçu-là, qui prouvera que vous avez remis de l'argent, et c'est contre cela qu'on vous a remis l'appareil dont vous aviez besoin. Donc, pire encore, lorsqu'il s'agit des terres ou encore d'une maison, je crois que le papa aurait mieux fait de pouvoir écrire cela et de dire: mon fils, officiellement, je te donne cette maison, et le faire même en présence de tous ses enfants. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire que s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui contestent, alors les enfants l'auraient fait en présence de leur père, ou du moins de son vivant, et il aurait pu régler cette question. Maintenant, s'il faut traîner cette affaire devant les tribunaux, moi, le drame encore, c'est qu'on perd en temps, on perd en énergie, on perd en argent, et on n'est pas sûr qu'au bout du compte... Et on enrichit les tribunaux avec les avocats et les notaires. Géraldine Mafomba sorti bien sur ce sujet ce matin. Vous, à la place de la fille, parce qu'il y a anguille sur roche, pour reprendre vos expressions, comment regarderez votre frère? Est-ce que vous serez toujours dans des soupçons permanents? Est-ce que ça ne vient pas briser la relation, je vais dire, du ventre? Je prends l'expression africaine pour mieux m'exprimer. La relation du ventre qui vous lie avec votre frère aîné. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne le verrez pas comme un danger pour vous-même? Quand on a été volé, on a mal. Peu importe qui a volé. Quand on a été volé, on a mal. On pourrait dire que non, ça fait moins mal parce que c'est les frères, mais c'est quelque chose qui lui revenait. Son père lui avait exprimé sa reconnaissance d'avoir apporté un beau-fils dans la famille digne. C'est un vol, ses frères l'ont volé. Mais avant de revenir au sentiment de Marinette, j'aimerais dire que cette histoire pose un autre problème de fond, qui retombe quelque peu sur le patriarcat et tout ce qui va avec. Généralement, dans nos traditions, on élève le garçon pour prendre la relève du père, et on élève la fille pour être l'épouse de son mari, fondamentalement. C'est pour ça qu'on commence à dire, quand tu seras chez toi, machin, on commence à préparer, d'ailleurs, on le dit ici tous les jours. Donc, si ces enfants ont grandi comme ça, on a élevé ces filles, les garçons, pour prendre la relève, gérer les choses du père, et qu'on a élevé la fille pour être l'épouse de son mari, vous comprenez que c'est tout de suite que ces garçons, les deux fils, ont grandi en se disant que quand papa ne sera plus, tout ce qui est là sera à nous parce que nous avons même été là. L'autre question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que ce papa a élevé ses enfants? Leur a-t-il donné la vraie éducation traditionnelle qui leur permettrait de comprendre que quand je parle, on ne discute pas? Ou les a-t-il élevés un peu n'importe comment? Connaissait-il véritablement ses fils? Parce que s'il connaissait ses fils, on va prendre l'hypothèse où le testament était tel quel. Peut-être qu'il a dit quelque chose et a omis de le mettre dans le testament. Connaissait-il les fils? Parce que s'il connaissait ses fils, il aurait compris qu'il a affaire à deux braqueurs. Je dis deux braqueurs parce que prendre ainsi l'héritage qui revient à votre sœur et à son mari, c'est du braquage. C'est pas différent du vol. Parce qu'en même temps, on est en train de... Voilà. C'est une hypothèse. C'est exactement ce que c'est dit. Je dis bien... Je ne m'attaque pas encore à ce qui se passe chez le notaire. Sur la base de la parole donnée. Oui, c'est la parole donnée par la fille. Parce que vous voulez encore continuer. Maintenant, on est dans l'hypothèse parce que si on va devant les instances judiciaires, on va nous dire que c'est le testament qui fait foi. La parole, oui, on va peut-être dire que ton père avait dit, mais il a oublié de dire. Maintenant, ce sera des négociations pour voir si les frères peuvent concéder que la parole du père soit respectée. Mais sur le plan de la loi, la parole n'est plus valable parce qu'il y a un testament qui a bien reparti chaque chose. Mais je dis encore ici que les frères, là, les deux là, doivent savoir que ce qu'ils ont fait, c'est du vol, et bien mal acquis ne profite pas. Et bafouer la parole d'un père qui a souffert pour bâtir et qui a donné sa reconnaissance à quelqu'un qui l'a aidé dans ses entreprises, c'est une malédiction.
C'est une malédiction parce que, au-delà même du fait de vouloir bafouer le droit de votre beau-frère, vous êtes en train de voler votre sœur. Et je ne sais même pas s'ils sont en train de réellement mesurer ça. Vous écartez votre sœur de quelque chose qui lui revient de droit pour avoir apporté un soutien à votre père. On aura des compléments autour de cette question, de ce débat pendant l'émission, mesdames et messieurs. Merci à ceux et celles qui nous regardent et qui nous prennent à l'instant. Si jamais vous avez un commentaire à poser par rapport à l'histoire de ce matin, nous vous prions de vous retourner auprès de la page Equinox Télévision pour vous qui nous y regardez. Merci de laisser un commentaire là-bas ou au message qui s'affiche, ou par SMS d'ailleurs au numéro qui s'affiche à l'instant au bas du petit écran. Je m'interroge ce jour sur la question des lenteurs observées dans le décaissement des subventions de l'État accordées aux jeunes entrepreneurs dans ce pays. Comment comprendre que les efforts consentis par l'État du Cameroun ne trouvent pas bénéficiaires dans ce pays tellement les prédateurs sont nombreux? L'État fait des efforts. Le gouvernement fait des efforts appréciables. Mais hélas, les maillons de la chaîne ne voient jamais les œuvres du gouvernement parce que ceux qui occupent les sommiers s'arrangent à détourner les fonds, à détourner les buts premiers des projets à d'autres fins. Quelle destination a prise la subvention de l'État destinée aux entrepreneurs? Le chef de l'État, dans son discours, son adresse à la jeunesse, le 10 février, a précisé un ensemble de choses sur les emplois créés, sur la mise à disposition des fonds, plan triennal spécial jeunes. A-t-il réellement touché du doigt cette question, tellement les problèmes sont nombreux? Où est passé l'argent? Où est passé, entre guillemets, l'accompagnement du chef de l'État aux porteurs de projets? Telle est la question que les différents porteurs de projets, ceux qui ont participé à plusieurs formations, entre guillemets, sous l'appellation incubateur, se sont retrouvés aujourd'hui à pleurer. Accompagnement du chef de l'État aux porteurs de projets qui visaient à soutenir les créateurs de PME, identifier le potentiel entrepreneurial des petites et moyennes entreprises, valoriser les talents de leurs promoteurs, assister les PME pour l'établissement des réseaux de contacts utiles, informer les PME sur les opportunités d'affaires et les institutions d'encadrement des affaires, faire vivre aux promoteurs des PME des expériences concrètes liées au monde des affaires. Vu sur ce plan, c'était beau. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. A-t-on rempli cette mission du chef de l'État portant sur l'accompagnement aux porteurs, de projets par le chef de l'État? Eh bien, c'était trop beau pour être vrai. Comment comprendre que la promesse portant sur ce projet d'accompagnement du chef de l'État aux porteurs de projet entrepreneurial, financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, n'a jamais pu voir le jour? Comment comprendre que la promesse de financement de 5 milliards faite à la première cohorte des porteurs de projets incubés de la pépinière nationale pilote d'entreprise DDA ne soit jusqu'à ce jour pas mis à disposition? Ils ne sont pas seuls. Aïe, c'est dur. Pourtant, les journaux avaient fait écho, large écho de cette information. Grâce à l'appui du chef de l'État, l'accompagnement des porteurs de projets s'est rendu effectif. Tel était le titre du quotidien national. 18 porteurs de projets devaient recevoir un financement de 5 milliards de francs CFA de l'État camerounais. Financement qui s'inscrivait dans le cadre d'une formation au sein de la pépinière nationale pilote d'entreprise DDA. À ce jour, rien. Les porteurs de projets sont aux aguets.
On leur lance, vous avez été formés, vous avez payé combien pour cela? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre que cet argent est pris une destination autre que celle des comptes de ces pauvres enfants qui ont travaillé, des enfants qui se sont prêtés au jeu, des enfants qui ont mis des projets, qui ont fait travailler. Le chef de l'État a financé, hélas, les porteurs de projets n'ont que leurs yeux pour pouvoir pleurer. Savez-vous que fin septembre 2021, un communiqué signé du ministre des Petites et Moyennes Entreprises invitait les lauréats à constituer leur dossier pour pouvoir bénéficier de cet appui, avec à la clé les exigences du dossier qui coûtait au bas mot 200 000 francs CFA. Comment comprendre qu'alors que tous attendaient leur argent en octobre 2021, un autre communiqué signé du ministre des Petites et Moyennes Entreprises est publié avec un annexe porte les noms des bénéficiaires avec les montants de tout un chacun. Sauf que jusqu'à ce jour, encore silence radio. Est-ce que cela a été donné? Point d'interrogation. Pourquoi cela n'a pas été publié comme tous les différents autres cas? Autre point d'interrogation. Pourquoi les actions donc du chef de l'État ne sont pas suivies jusqu'au bout? Question. Dans tous les cas, la seule raison évoquée, c'est dossier incomplet. Les porteurs de projets du centre, les porteurs du projet du littoral, les porteurs du projet du Nord, ceux-là qui ont bénéficié de cet accompagnement spécial du chef de l'État, accompagnement au projet entrepreneurial accordé, ces fonds, jusqu'à ce jour, sont introuvables. Ils ont fini, ils ont déposé les projets, ils ont été validés, bancarisés, comme on dit dans ce milieu, mais au finish, ils lèvent les yeux. A-t-on d'ailleurs accès facilement au chef de l'État pour lui dire « Excellence, ce que vous avez dit, on n'a pas fait ». Merci beaucoup, cher Label. Mesdames et messieurs, vous nous regardez certainement ce matin en qualité d'entrepreneur ou de jeune entrepreneur qui aviez chaque fois tendu la main, on va dire, au gouvernement camerounais à travers le ministère de tutelle qui vous encadre à pouvoir assurément bénéficier des subventions. Oui, le chef de l'État, le président de la République pendant toutes ces années a quelquefois remis sur la table la question des subventions propres aux jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de faire germer véritablement leurs projets et de servir le Cameroun. Charles Hamel l'a très bien évoqué. Il y a des blocages permanents dans certaines tutelles, on va dire des ministères de tutelle, mais qu'est-ce qui peut justifier quand même aujourd'hui pour la question fondamentale que le chef de l'État fasse des injonctions et que ceci ne soit pas respecté? Alors, qu'est-ce qu'on lui fait comme rapport au final? Est-ce qu'on va dire justement, bon, Bengen, que c'est une pratique qui dérange énormément les jeunes entrepreneurs camerounais quand, à la base, on ne parvient pas à mieux les former pour leur dire voici ce que nous attendons de vous dans la globalité afin de mettre à disposition la subvention prévue, voulue par le chef de l'État, c'est d'une part, et peut-être revoir plus tard dans quelle mesure on peut mieux vous suivre afin de donner à votre projet un rayonnement particulier. C'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a deux orientations principales qui font que l'argent n'arrive pas. Soit il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas assez d'argent, ou alors, j'allais dire, les démembrements de l'État détournent ce qui est. Mais une chose est sûre, le dernier discours du chef de l'État à la nation le 10 février dernier, il a reconnu lui-même que les PME ont des problèmes d'accès au financement. Or, il avait créé une banque de PME qui a eu du mal à fonctionner. Ça veut dire qu'en fait, n'a-t-il pas de l'argent pour créer une banque pour que les PME y aient accès? Peut-être, il n'a pas d'argent. Mais est-ce qu'il donne de l'argent pour qu'on crée la banque et que ses collaborateurs détournent cet argent? À ce moment, la question lui revient. Qu'est-ce qu'il fait donc pour ceux qui ont détourné de l'argent? Non, le problème également, vous vous rappelez de sa première interview. Parce que moi, quand il a dit ça dernièrement, bon, il y avait une dose de vérité. Il y a difficile accès au financement. Mais qu'est-ce qu'il fait donc pour qu'on ait accès? Il avait dit à Eric Tindji, quand on lui avait posé la question, concernant une autre banque de PME qui était presque en banqueroute à l'époque. Nous sommes là en février 1987.
le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises qu'on appelait FOGAP. Il dit qu'il n'avait pas de preuves de détournement de cet argent. Finalement, le FOGAP est fini. Il y a eu au moins 3 cabinets d'expertise comptable pour auditer, faire les audits, faire tout ce qui s'en vient. Aucun cabinet n'a rendu public les conclusions de l'enquête pour savoir si les gens ont eu vraiment accès au financement et ils ont détourné cet argent, ou alors il y avait vraiment de l'argent. Mais avec l'autre banque de PME qu'on a créée, je pense en 2013 ou 2014, ça n'a jamais fonctionné. Lui-même, il en a fait le constat. Donc, maintenant, l'orientation globale voudrait qu'on rapproche les administrations des administrés. Et on a une 60aine de départements ministériels, ministère de la jeunesse, ministère des petites et moyennes entreprises. Et leur démembrement devrait donc obéir logiquement à ce que l'État appelle souvent rapprocher l'administration des administrés. Donc, que vous soyez un éleveur à Kolofata, vous ne devez pas nécessairement venir à Yaoundé pour qu'on sache que vous êtes éleveur, pour qu'on puisse évaluer votre, bon, si c'est les bœufs, si c'est les moutons, les chèvres ou la volaille, qu'on puisse. Donc, le démembrement de l'institution devrait être là pour dire que nous avons recensé tant nombre d'éleveurs de volailles, tant nombre de vanniers, tant nombre d'agriculteurs des oranges, tant nombre d'œufs. Chacun a un hectare de 2. On évalue avec les services spécialisés du ministère en charge de l'agriculture et effectivement le dossier monté là à Kolofata devrait être le même que celui qui est, je ne sais pas moi, à Yoko et l'autre qui est à Tonga et un autre, je ne sais pas, qui est à Kumba, ainsi de suite. Donc le démembrement de l'État devrait donc réceptionner, arriver au niveau départemental, régional et maintenant peut-être sur le plan central pour bénéficier de ces choses-là. Donc, ça veut dire que vous montez votre dossier à Yoko avant que ça n'arrive à Bafia, qui est Non, d'abord, Yoko, c'est le Mbamekim. Voilà. Avant que ça n'arrive à Yaoundé, au niveau local. Yoko, c'est dans l'Est, là, comment c'est dans l'Est. Non, c'est le Mbamekim. C'est le centre. C'est le Mbamekim. Avant, donc, dans le Mbamekim, au niveau départemental, en Tui, on doit savoir est-ce qu'il y a une pièce qui manque. Quand le OK est déjà donné et que le dossier arrive à Yaoundé, en principe, c'est simplement pour validation. Mais on ne peut plus vous appeler à Yaoundé pour dire que le dossier, il manque telle pièce, il manque telle autre pièce. Comment la pièce peut disparaître en chemin? De deux, les structures d'accompagnement, c'est le terme qu'utilise l'État, devraient donc être là. Quand tu quittes à Yoko, tu vas en Tui, tu as ton financement. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu pourquoi la machine ne marche pas avec célérité. Parce qu'il n'y a pas d'argent, on ne sait pas. Merci. Parce qu'on a détourné l'argent, parce que... Alors, voilà où on parlait bien sûr de Yoko, effectivement. Yoko est situé au Cameroun, dans le département du Mbamekim, dans la région bien sûr du centre. Merci beaucoup. Allez, on va dire, Géraldine Mafo, est-ce que c'est pas ce comportement de ceux qui sont supposés respecter les volontés du chef de l'État réellement, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quoi qu'on dirait toujours que c'est lui le chef d'État le problème, que l'on voit très mal ou d'un mauvais œil les politiques mises en place pour aider ces jeunes Camerounais à sortir justement de la pauvreté aujourd'hui. Comment peut-on faire une injonction avec tous les éléments afférents? Et vous qui travaillez autour de cette question-là, vous n'exécutez pas les injonctions du chef de l'État. Vous êtes justement l'un des problèmes qui portent en quoi son image aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de dire des choses de manière verbale pour défendre la parole du chef de l'État, tout va toujours bien au Cameroun. Quand on regarde le Cameroun sur papier, tout va très bien. Le plus dur est toujours de passer de ce qui est dit sur les papiers à l'implémentation réelle. Quand on regarde les projets autour de la jeunesse au Cameroun, on peut se dire, waouh, d'ici 15, 20 ans, la jeunesse camerounaise sera une jeunesse qui sera épanouie en train de travailler à l'avancée du pays. Mais le grand bug national, je dis bug en parenthèse parce que c'est toujours qu'il va surgir un problème qu'on n'attend pas. C'est toujours quand
une fois qu'on a fini la rédaction, qu'on a soumis et que parfois le ministère des Finances a planifié, généralement le problème intervient quand il faut implémenter les projets jeunes dont on parle. Si ce n'est pas que l'argent entré dans les ministères ou bien les démembrements impliqués vont être distraits, ce sera que oui, on va peut-être prendre les projets, sélectionner quelques personnes sur la base de l'affinité et faire financer leurs projets, ou alors piquer quelques-uns dans la masse pour faire croire qu'on a satisfait à la volonté du chef de l'État, parce que c'est souvent comme ça. Lui, il a parfois de bons rapports. Moi, je pense que tout ce qu'on dit que c'est sa faute, là, c'est pas souvent que... Parfois, on lui donne un rapport, il sait que ça a été fait, mais ça n'a jamais été fait. Donc, on peut pas toujours dire que c'est le chef de l'État. Oui, il a peut-être mis des gens qui... il sait qu'ils ne pourront jamais faire le bon travail, mais je pense que le souci, c'est toujours des personnes qui n'ont pas le réel souci de voir la jeunesse s'épanouir. Parce que ce ne sont pas les projets qui manquent au Cameroun. On a des jeunes qui portent tellement de beaux projets. Et c'est pour ça que je disais dernièrement, quand on appelait la jeunesse au patriotisme, je disais la jeunesse camerounaise est patriote. Une jeunesse patriote, c'est une jeunesse qui veut faire quelque chose. Il y a des Camerounais qui sont fatigués de soumettre leurs projets. Ils ont tellement soumis qu'ils se sont découragés. Donc je pense qu'autour du chef de l'État, il y a des personnes qui ne sont pas soucieuses de faire leur travail, qui sont concentrées ailleurs pendant que cette jeunesse languit. Il y a également les vautours, ceux qui sont là pour qu'il y ait de l'argent et qu'ils se remplissent les poches. La jeunesse camerounaise, elle, je pense, pour ceux qui aiment le travail, travaillent. Mais c'est toujours un problème de goulot, parce que d'un côté, il y a ceux qui ne cherchent de l'argent que dans leur intérêt et non pas au profit de cette jeunesse. Il y a également ceux qui s'en foutent pas mal que la jeunesse travaille ou pas. Moi, je pense que c'est toujours ça le problème. Le reste, ça peut être qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer les projets, mais je crains, au Cameroun, il y a beaucoup d'argent. C'est l'orientation qui fait problème. Les questions bien sûr de lenteur observées dans le décaissement des subventions de l'État accordées aux jeunes entrepreneurs au Cameroun. Il y a, souvenez-vous, avant qu'on marque la pause, mesdames et messieurs, la fameuse expression connue de tous ceux qui, à un moment donné, ont été proches de cet homme d'État. Ma part des dents, c'est combien? Je ne suis pas